INA Podcast. La présomption d'innocence, on a raison d'en parler. C'est un principe qu'il faut mettre en avant dans tous les cas. Mais en même temps, et au même niveau, il faut mettre en avant le principe du respect de la dignité des femmes. C'était en mai 2011, en pleine affaire DSK, alors accusée de viol par une femme de chambre à New York, l'avocate et figure du féminisme Gisèle Halimi défendait le principe de présomption d'innocence, mais aussi la nécessité de respecter la parole des femmes. Et ce, des années avant la vague de libération de la parole arrivée avec MeToo. Depuis, beaucoup d'affaires de violences sexuelles impliquant des personnalités publiques ont été révélées. Dernière en date, l'affaire Patrick Bruel. Le chanteur est à ce jour visé par au moins 12 plaintes pour viol et accusé par une trentaine de femmes. S'il reste, au moment où l'on enregistre cet épisode, présumé innocent aux yeux de la justice, lui nie les faits reprochés. Plusieurs de ses concerts et représentations ont toutefois été annulés. Une énième affaire qui relance les débats. Patrick Bruel devait-il ou non annuler ses dates ? Ce qu'on appelle le tribunal médiatique n'a-t-il pas pris le pas sur l'institution judiciaire ? Doit-on à tout prix défendre la présomption d'innocence, même dans les affaires de violences sexuelles ? Et justement, comment concilier présomption d'innocence et libération de la parole ? Tout ça, on en parle avec vous. Didier Rebut, bonjour. Bonjour. Professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas, directeur de l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris. Et vous, Yaël Mellul, bonjour. Bonjour. Ancienne avocate pénaliste, spécialiste de la violence conjugale. Première question pour vous, Didier Rebut. Est-ce que ces sujets de conciliation entre présomption d'innocence et violence sexuelle, ils sont abordés en cours à l'université ? Est-ce que les cours s'adaptent à l'actualité ? Oui, alors les cours s'adaptent tout à fait à l'actualité. Alors peut-être pas sur un focus très particulier concernant une affaire en tant que telle, mais la question plus générale de la conciliation entre finalement un droit fondamental, ce qui est ici le cas de la présomption d'innocence, et de l'autre côté un élément qui vient contester ce droit fondamental. Madame Halimi parlait de la dignité des femmes, on peut parler aussi de la liberté d'expression, qui est d'ailleurs un autre droit fondamental. Eh bien cette question de la conciliation entre droits fondamentaux, oui, elle est très présente aujourd'hui dans les enseignements juridiques parce qu'elle est même très présente devant les tribunaux. Et donc nous, universitaires, nous sommes là pour apprendre à nos étudiants le droit tel qu'il se pratique. Nous devons leur enseigner ces questions-là parce qu'elles sont au cœur de nombreux contentieux. Et on va développer tout ça avec vous, bien sûr. Mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archive et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cosset et vous écoutez Le Temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. Concernant les violences sexuelles, vous vous en souvenez, une énorme vague de libération de la parole intervient en France à l'automne 2017 dans la foulée des révélations de l'affaire Harvey Weinstein. Très vite, sur les réseaux sociaux, pullulent les témoignages. #balance ton porc, près de 150 000 tweets en 3 jours. Une déferlante de menus témoignages qui, mis bout à bout, font froid dans le dos. Petites histoires de harcèlement ordinaire, dans la rue, dans le métro et beaucoup au travail. C'est quand tu nous montres tes seins, voilà un chef en plein comité de direction lors de ma prise de parole. Mon collègue, 50 ans, moi 23 ans, alors me voyant manger une banane, si tu as encore faim, j'en ai une autre pour toi. Un ancien patron glisse la main entre mes jambes et me lance, tu diras rien, tu tiens trop à ta place. C'est cette femme, Sandra Muller, elle-même agressée plus jeune, qui aujourd'hui ouvre la boîte de Pandore. Journaliste, installée à New York, à ceux qui l'accusent d'appeler à la délation, elle répond. Donc non, c'est pas de la délation, ce que je dis c'est de la dénonciation. Ok, c'est de la dénonciation, mais on n'est plus à la préhistoire. À un moment donné, il ne faut pas se laisser faire, et pas se laisser faire, c'est avoir le courage de donner un nom. Rapidement, beaucoup de femmes victimes descendent dans la rue, des anonymes, mais aussi des personnalités. J'ai compris vraiment que c'était un viol 1 an après, en parlant à des amis qui m'ont dit c'est pas normal, ça c'est un viol, t'avais dit non. Et je m'en suis rendu compte là, et là c'est vraiment la première fois que je l'écris, que mes parents là ils sont au courant, ils le savaient pas. Ce mouvement-là, moi ça m'a fait prendre conscience que j'étais pas toute seule et que je pouvais me battre. On essaye d'en parler comme ça nous à notre entourage et tout, mais
on a des réactions parfois du genre tu exagères ou non mais il n'y a pas tant de femmes que ça à qui c'est arrivé. Et ben voilà, regardez, elles sont toutes là. Une libération de la parole salvatrice, oui, mais qui arrive aussi avec son lot de débats. Cette libération de la parole doit-elle se faire sur les réseaux sociaux ? Interview du journaliste Mathieu Aron en février 2018. J'écoute, je lis les propos de certains féministes et on a interviewé Caroline Dehaze dans le journal, qui part d'un constat qui est de dire, comme il y a très peu de plaintes et comme il y a très peu d'affaires d'agression sexuelle en France qui aboutissent à des condamnations, ça veut dire que la justice ne fonctionne pas. Et elle va plus loin, elle explique que comme la justice ne fonctionne pas, la justice est en réalité complice des violences faites aux femmes et que l'État est complice. Et c'est pour ça, et je termine, et c'est pour ça qu'elle incite effectivement les femmes à parler, ce qui est très bien, mais à les dénoncer sur les réseaux sociaux pour, entre guillemets, remplacer le système judiciaire par un système de justice médiatique. Et là, je crois qu'il y a véritablement un dérapage on y est presque, voilà. Autre débat, quid de la présomption d'innocence ? Alors que dans certains milieux, la parole continue de se libérer avec de nouvelles personnalités accusées. Gérald Darmanin, Gérard Depardieu, Nicolas Hulot, Patrick Poivre d'Arvor. En février 2020, en marge de la cérémonie des Césars, la question s'invite de nouveau dans l'actualité. Ce 28 février 2020, la tension règne à proximité de la salle Pleyel où se déroule la cérémonie des Césars. 3 ans après le mouvement MeToo, les militantes féministes ne tolèrent plus les honneurs du cinéma français pour Roman Polanski, nommé 12 fois pour son dernier film, J'accuse. Elles le jugent coupable avec certitude des 12 accusations de viol et d'agression sexuelle, balayant ainsi la présomption d'innocence. Il symbolise tous les problèmes qu'on a en France, tout ce mouvement de cacher les choses, de dire que ça n'existe pas, que c'est pas si grave, qu'un homme peut le faire et être encore protégé et être encore nominé. On n'est jamais souverain, il n'y a pas de preuves, mais on choisit de croire les victimes. À titre personnel, moi je n'ai rien à foutre du droit, des preuves, de la procédure pénale. Je préfère choisir la parole de 12 femmes plutôt que celle d'un homme qui a de son côté le fait d'être un cinéaste talentueux qui apporte un certain capital culturel et économique à la France. Oui, si c'était faux et si c'était vrai. Oui. Le principe de présomption d'innocence critiqué par beaucoup de militantes dans les affaires de violences sexuelles. De quoi faire bondir certains avocats, comme maître Marie Dosé, interviewée en 2023 sur France Inter. Il y a juste une vraie difficulté, et c'est tout, il faut quand même la poser, avec le respect de la présomption d'innocence. C'est très compliqué, que ce soit pour Gérard Depardieu ou pour n'importe qui d'autre. Moi, je ne suis pas là pour les victimiser. Je vous dis juste que, évidemment, on ne retiendra au bout du compte que tous ces articles qui le présentent nécessairement comme coupable, et que si un jour celui-ci ou d'autres bénéficient d'un classement sans suite ou d'une ordonnance donnant lieu dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ce sera trop tard. Risque-t-on alors dans ces affaires de trop sacraliser la parole des victimes au détriment de nos grands principes de justice ? Réponse d'un autre avocat, maître Emmanuel Daoud, en 2020. Personne ne peut être d'accord avec la sacralisation de la parole de telle ou telle victime, puisque notre procédure pénale, elle est fondée sur le débat contradictoire, sur l'examen contradictoire des éléments de preuve et de charge. En revanche, je dis, de mon point de vue, je peux me tromper, qu'il est faux d'affirmer qu'aujourd'hui, la parole des femmes victimes est sacralisée. Il suffit de voir quelles sont les questions qui sont posées au moment où elles déposent plainte dans les commissariats. Il suffit de voir quelles sont les questions qui sont posées par les magistrats instructeurs pour voir que cette parole, elle n'est pas sacralisée, elle est remise en doute, en question, mais parce que c'est l'examen habituel et contradictoire des éléments de preuve qui sont avancés par celle qui se dit victime. Soit. Pour autant, notre système judiciaire est-il vraiment adapté au traitement des violences sexuelles ? Comment concilier présomption d'innocence et libération de la parole ? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous Didier Rebu et vous Yaël Mellul, déjà pour commencer peut-être une réaction à ces archives qu'on vient d'entendre, Yaël Mellul ? Moi ce qui me frappe c'est de voir à quel point on peut opposer ce principe essentiel de la présomption d'innocence et le droit des femmes quelque part, alors que pour moi c'est quelque chose qui ne doit pas être en contradiction. C'est quelque chose qui doit réussir à cohabiter.
Et on va voir justement comment est-ce qu'on peut faire cohabiter ça. Didier Rebu. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. En fait, la difficulté, elle est qu'en France, on a donné au principe de la présomption d'innocence un champ d'application qui n'était pas le sien initialement. Il faut savoir que la présomption d'innocence, telle qu'elle a été conçue, c'est quelque chose qui s'applique uniquement dans les relations entre l'État et les individus. C'est-à-dire que c'est un droit par lequel les individus peuvent réclamer de l'État que dans leur rapport avec les agents publics de l'État, relativement à la commission d'une infraction, ils sont considérés comme présumés innocents. Et c'est la police, les magistrats. La police, les magistrats. Et c'est uniquement dans ce cadre-là que cette présomption s'applique. C'est d'ailleurs le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans la Convention européenne des droits de l'homme, la présomption d'innocence ne s'applique que dans les rapports entre individus et agents publics, comme tous les droits de la Convention européenne des droits de l'homme, qui régissent les relations individus-État par le biais des agents publics. En France, on a élargi la présomption d'innocence pour en faire une espèce de droit général qui déborde les rapports entre État et agents publics pour pouvoir s'appliquer quasiment dans les relations sociales. Alors, un peu moins que cela, parce que c'est l'article 9-1 du Code civil, mais c'est quand même une idée. C'est l'idée que cette présomption d'innocence n'est plus quelque chose qui existe seulement entre les rapports entre État et agents publics, mais dans des rapports entre individus, lorsqu'ils se croisent, alors j'exagère un peu, mais en tout cas par rapport à la presse, parce que c'est l'article 9-1, c'est surtout ça, une présentation publique. Il faut donc voir qu'en France, on a choisi d'étendre le champ d'application de la présomption d'innocence, et c'est là que se trouve le problème, parce que personne ne remet en cause l'application de la présomption d'innocence dans le cas d'une enquête de police, dans le cas d'une information judiciaire, ou dans le cadre d'une audience de jugement. Personne ne la remet en cause. En revanche, là où elle devient problématique, c'est dans les relations sociales, lorsque l'on veut imposer aux relations sociales cette présomption d'innocence, parce que dans les relations sociales, elle est à prendre en compte, mais peut-être pas seulement. Il y a d'autres éléments qui sont aussi à prendre en compte de même force, et on ne peut pas avoir la même exigence, on ne peut pas lui donner la même force dans ces relations que dans le cadre d'un procès ou d'une enquête de police. Alors justement, on va préciser un petit peu tout ça, et puis on va prendre l'actualité. On va zoomer rapidement sur cette affaire dont on parle actuellement. Patrick Bruel, donc on l'a dit, le chanteur est visé par au moins 12 plaintes pour viol ou agression sexuelle, accusé par une trentaine de femmes. Hasard du calendrier, il est, au moment où on enregistre cet épisode, en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Paris, entendu par les enquêteurs. À date, Patrick Bruel nie les faits qu'on lui reproche. Donc on est d'accord, ça rejoint ce que vous disiez, Didier Rebu, malgré cette garde à vue, il reste aujourd'hui présumé innocent. Tout à fait. Il a annulé plusieurs dates de concert, pas toutes, certaines représentations au théâtre ont aussi été annulées, l'un et l'autre. Est-ce qu'il doit ou pas annuler ses concerts, Patrick Bruel ? Pour l'instant, on est d'accord, rien ne l'oblige de le faire. Yael Mellul. Absolument rien ne l'oblige à le faire, de la même manière. Même pas la garde à vue. Ah non, à l'heure où on se parle, il est présumé innocent, et si il est dans les jours à venir, je sais pas, mis en examen, il sera encore présumé innocent. Après, c'est une personnalité publique. Donc, comme toute personnalité publique qui s'expose à la lumière, de la même manière, il doit s'exposer aussi au regard critique de la société. Donc si la société, à un moment donné, elle décide de ne plus avoir envie de voir Patrick Bruel sur les planches, Patrick Bruel dans Les Enfoirés, Patrick Bruel donner des concerts, ce public a le droit de s'exprimer. Mais personne n'oblige Patrick Bruel à arrêter de faire son travail. Mais personne ne doit obliger non plus le public à s'empêcher de croire ce qu'il a envie de croire. Et c'est là où, en fait, on arrive à ce que ces deux idées doivent cohabiter. La présomption d'innocence et la liberté de penser quelque part. C'est-à-dire que la présomption d'innocence est une règle de droit. Vous l'avez parfaitement dit tout à l'heure, c'est une règle de droit qui dit quoi ? Que c'est à l'accusation de prouver la culpabilité du mis en cause. D'accord ? Mais ce n'est pas une obligation de penser. C'est-à-dire que moi, en tant que citoyenne, j'ai le droit, c'est mon droit le plus absolu, de croire en la parole des 13 femmes qui disent être victime de Patrick Bruel. 13 plaignantes, effectivement. Voilà, c'est tout à fait mon droit. Est-ce que celles et ceux qui appellent à l'annulation stricte de toutes ces dates, malgré cette présomption d'innocence, est-ce que ça s'inscrit dans une forme de censure? C'est le reproche qui est fait par certains aux militantes féministes. C'est un débat qui revient, qu'on entendait, par exemple, on entendait des archives au moment de la cérémonie des Césars en 2020 avec Roman Polanski. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Didier Rebu ? Alors je partage ce qui a été dit. On ne peut pas examiner ce type de situation sous le seul prisme de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence est un élément parmi d'autres. Nous ne sommes pas là dans le cadre des relations de
Patrick Bruel avec le parquet, avec un juge d'instruction, avec un juge de jugement, où là, la présomption d'innocence vraiment s'applique pleinement et exclusivement. Là, nous sommes dans un autre cadre. C'est le cadre bien de sa personnalité d'artiste, de son rapport avec son public, de l'image qu'il a pu donner pendant des décennies. Il n'y a pas que la présomption d'innocence qui est pertinente pour analyser cela. Et pourquoi pas, je veux dire, chacun après peut se prononcer. Il n'y a pas d'autres éléments à prendre en compte qui sont, ces paroles qui ont pu être tenues par de nombreuses personnes. Ça a du poids, c'est autre chose, ça n'est pas une atteinte à la présomption d'innocence, mais c'est autre chose, des femmes, des récits concordants de nombreuses femmes, son attitude à lui aussi, qu'il peut avoir en réaction à ce que ces femmes affirment. Tout ça, c'est un ensemble que l'on doit prendre dans toutes ses composantes. Et bien, dans toutes ces composantes, il peut y avoir effectivement l'aboutissement de cela, ou en tout cas les choses qui résistent là-dedans, c'est que il ne puisse pas faire son activité. Et c'est pas parce qu'il ne fait pas son activité que c'est une atteinte à la présomption d'innocence. On est sur un autre plan. Ça, c'était pour l'actualité. Venons-en au débat de fond et aux questions que pose cette affaire, comme beaucoup d'autres. Déjà, peut-être, on l'observe quand on parle de libération de la parole depuis quelques années, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est pas au goût de tout le monde. Certains disent attention au tribunal, voire au lynchage populaire. Est-ce que vous avez le sentiment que, en un sens, ce qu'on appelle le tribunal médiatique, donc les réseaux sociaux, les médias, ont pris le pas sur le temps judiciaire, sur l'institution judiciaire? Yael Mellul, vous qui connaissez bien ce monde médiatique. Alors moi, j'ai quand même quelques réserves par rapport à l'utilisation par certaines femmes qui se disent victimes des médias. Quand j'accompagne des familles, par exemple, moi, je préfère que la parole des personnes qui se disent victimes soit réservée en premier lieu aux autorités judiciaires. Je préfère que le premier temps soit celui du dépôt de plainte, avant d'aller se confier aux médias. Maintenant, quand il s'agit de personnalités publiques comme Depardieu, comme Patrick Bruel, qui ont quand même l'image de personnalités intouchables, je peux comprendre que certaines aient peur, en fait, de ne pas être entendues par la justice et peut-être préfèrent utiliser les médias pour faire pression sur la justice, avec l'espoir, en fait, d'être entendues. Mais de la même manière, je ne supporte pas en fait cette idée qu'on laisse comme ça se diffuser, que ces individus mis en cause, que ce soit Depardieu, Patrick Bruel ou d'autres, seraient victimes de lynchage. Enfin, je veux dire, faut arrêter. Ce ne sont pas des victimes. Ce ne sont pas eux les victimes. Didier Rebu, votre sentiment là-dessus, vous qui observez la société, le fonctionnement judiciaire depuis des années, vous avez peut-être vu une évolution sur ce point, peut-être le développement de ce que certains appellent le tribunal médiatique. Quel regard vous portez là-dessus ? Oui, c'est certain qu'aujourd'hui, alors on appelle ça tribunal médiatique parce qu'on fait encore une fois le parallèle avec la justice et que, les questions qui sont posées médiatiquement sont des questions qui ont leur équivalent judiciaire. Parce que c'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on parle de tribunal médiatique et on nous dit que, aujourd'hui, M. Patrick Bruel, après M. Depardieu et d'autres, est mis en accusation dans les réseaux sociaux et dans les médias, de la même façon qu'il le serait devant les tribunaux, avec des moindres garanties. Encore une fois, comme je vous l'ai dit précédemment, je pense qu'il faut quand même faire attention à ne pas faire une analogie totale entre les deux. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'excès dans les mises en accusation. De ce point de vue, il peut y avoir des excès. Moi, je suis beaucoup plus réservé, c'est vrai, sur le poste qui lance une affirmation, une accusation. Sur les réseaux sociaux, voilà, vous voulez sur dire. Les réseaux sociaux. Un récit comme celui qu'a pu faire Madame Flavie Flament, là, j'ai beaucoup moins de réserve. Je veux dire, c'est quelqu'un qui vient faire son récit médiatiquement. On peut peut-être dire qu'elle aurait pu le faire aussi initialement devant l'autorité judiciaire, mais il faut savoir que ces récits sont souvent des récits décalés dans le temps et c'est pas un hasard s'ils sont décalés dans le temps. C'est parce qu'au moment où les personnes ont vécu ça, il y avait leur jeunesse, mais il y avait aussi une époque. Et c'est sans doute aussi un décalage d'époque, et il faut se féliciter de ce point de vue de l'évolution de la nôtre, qui font que ces personnes ont subi des violences à une époque où, elles ont ressenti une pression, une force qui les empêchait d'exprimer ce qu'elles ressentaient, soit avec des éléments personnels, mais des éléments sociétaux aussi.
Aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça vaut, mais beaucoup de choses sortent sur le comportement que pouvait avoir M. Bruel, je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai lu dans la presse, qui était connu de beaucoup et que finalement dont on s'accommodait presque autour, les femmes étant invitées soit à se taire, voire même finalement presque à s'en féliciter. Eh bien, c'est des violences que peut-être qu'un entourage voyait moins, que son auteur peut-être, je ne sais pas, ressentait moins, mais que des femmes ont ressenti. Et aujourd'hui, elles ont vécu avec ça. Ça sort d'un coup. Quand ça sort dans des récits qui sont documentés, construits, je crois que oui, ça a sa place dans le débat public. Ça a tout à fait sa place dans le débat public. C'est des choses à prendre en compte. Et là, pour moi, il n'y a pas de tribunal médiatique. Et d'ailleurs, on voit que la société change dans le sens où cette affaire Patrick Bruel n'a pas été réceptionnée de la même façon que l'affaire Gérard Depardieu, Roman Polanski. On sent que qu'il y a moins de soutien pour le chanteur que peut-être pour d'autres personnalités après certaines révélations qu'on a pu voir dans la presse des années auparavant, 2018, 2020, etc. Est-ce que le droit, est-ce que la procédure judiciaire, selon vous, est adaptée justement aux affaires de violences sexuelles quand on voit les mois que ça soulève, notamment chez les victimes qui, pour certaines, ne se sentent pas crues, pas soutenues par la justice? Vous avez commencé à l'évoquer, Yael Mellul. Je crains de devoir constater qu'on est encore très loin du niveau de soutien qu'il faudrait apporter aux victimes de violences à caractère sexuel et d'ailleurs aux victimes de violences en général. Mais parce que même si aujourd'hui on a une parfaite connaissance des conséquences traumatiques directement liées aux violences que subissent les victimes. On est parfaitement documenté sur ça, de la même manière qu'on est parfaitement documenté sur la mémoire traumatique. Le problème, c'est que, et on va revenir toujours à la même problématique, on en parle beaucoup en ce moment, c'est le manque de moyens de la justice. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de psychologues, on n'a pas assez de psychiatres, les expertises psychiatriques vont prendre un temps fou. Parfois, les experts ne sont pas suffisamment formés, donc parfois ils vont trop remettre en cause la parole des victimes, ce qui va avoir un effet absolument dévastateur sur l'état psychique de la victime. On est encore, hélas, trop en retard sur le traitement des affaires de violence à caractère sexuel. On le voit, il y a très peu de plaintes au regard de la réalité de ce phénomène de masse. Je ne parle même pas du taux de condamnation. On est, je crois, à peu près à 3%. Donc, on est encore à un décalage absolument phénoménal entre la vérité judiciaire et la réalité de ce phénomène de masse. Vous êtes d'accord avec ça, Didier Rebu? Est-ce que c'est le problème, c'est le moyen, le budget de la justice? Alors, on se doute évidemment que c'est toujours mieux avec un peu plus d'argent, mais est-ce qu'on pourrait aussi éventuellement améliorer le droit, améliorer le code de procédure pénale pour mieux concilier la présomption d'innocence, la libération de la parole en matière de violences sexuelles, l'accompagnement des victimes de violences sexuelles? Sans doute, c'est vrai que là, dans l'instance judiciaire, que ce soit en forme d'enquête, d'information judiciaire, de jugement, là, la présomption d'innocence retrouve une force qu'elle a beaucoup moins, évidemment, dans le cadre des rapports sociaux. Et c'est là qu'elle est d'ailleurs appelée à jouer. Elle a été conçue pour ça. Et donc, cette présomption d'innocence, il faut évidemment la garder pleinement. Elle doit garantir que c'est l'accusation qui doit apporter la preuve de la culpabilité de l'individu. Alors, il y a la place de la victime ici. Et c'est sans doute que dans ce domaine-là, notre droit a des améliorations à apporter parce que, on le dit aussi, le temps judiciaire, la prise en compte de la parole de la victime, on est peut-être sur un modèle qui évolue un peu moins vite que celui de la société civile. La société civile aujourd'hui nous montre que la parole de la victime doit être mise sur un plan qui équilibre. Elle ne doit pas forcément l'emporter, mais qui doit être équilibré, celui de la présomption d'innocence. Et c'est ce qui est en train de se passer. On ne pense pas qu'aujourd'hui, certaines personnes ont accusé Patrick Bruel de faits qui font l'objet d'une information judiciaire. Je ne suis pas du tout certain que ces avocats oseront faire des actions en atteinte à la présomption d'innocence contre ces personnes. Parce que, bon, je ne suis pas certain que ces actions aboutiraient, mais même, ils ressentent que ce n'est pas possible et parce que la société ne l'accepterait pas. Eh bien, dans le cadre de l'information judiciaire, il y a sans doute des choses à prendre en compte, améliorer la prise en compte de la parole de la victime, améliorer cet accompagnement, accélérer aussi le processus. Le processus aujourd'hui est un processus qui peut prendre beaucoup de temps et qui va être pénible pour la victime, qui a besoin d'une réponse assez rapide, sans sacrifier pour autant les droits de l'individu qui est accusé, bien évidemment.
Donc oui, des améliorations, il doit y en avoir. Mais je pense que sociétalement, les choses se feront petit à petit. C'est toujours trop tard pour les victimes qui sont en train de connaître cette situation, qui, elles, sont dans ce laboratoire. Mais il faudra, je pense que la société est mûre pour cela. Et les juges ne sont que le reflet de celle-ci. Donc je crois et confiance que dans les juges eux-mêmes s'adapteront. Mais il faudra des outils pour ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas créer une présomption de victimité dans les affaires de violences sexuelles ? L'une de vos consoeurs universitaires, Didier Rebu, elle s'appelle Anne-Blandine Clerc, elle est professeure de droit privé et de sciences criminelles à l'université Clermont-Auvergne, signait dans Le Monde une tribune en ce sens en avril 2026. Alors l'idée, c'est pas d'opposer présomption d'innocence et présomption de victimité. L'idée, ce n'est pas de supprimer la présomption d'innocence, mais l'idée, c'est de mieux accompagner, de mieux protéger dans la procédure judiciaire les victimes de violences sexuelles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout dépend quelle portée on donne à cette présomption. Si cette présomption de victimité consiste à permettre un accompagnement, avoir un certain nombre de droits procéduraux qui vont dans ce sens, moi je ne peux pas y être défavorable. En revanche, j'aurais plus de réserve si la présomption de victimité devient une présomption de culpabilité de l'auteur désigné. Là, j'avoue que le pénaliste que je suis, qui n'est pas enfermé dans des principes, mais néanmoins, je ne crois pas que la présomption de victimité puisse déboucher sur une présomption de culpabilité. Le danger, il est là. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on y met dedans ? Si c'est y mettre la présomption de culpabilité de l'individu qui est accusé, moi, je considère que là, on irait trop loin. Comment concilier présomption d'innocence et libération de la parole en matière de violences sexuelles ? On a les cartes en main, en tout cas, pour y voir plus clair. Grâce à vous, Didier Rebu, professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas, directeur de l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris. Et vous, Yael Mellul, ancienne avocate pénaliste, spécialiste de la violence conjugale. Merci à tous les deux pour vos éclairages. C'était Le Temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, mettez des étoiles, des commentaires et parlez-en autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.